L'argent occupe une place étrange dans nos vies. Il est partout et pourtant rarement compris. On en parle comme d'une promesse ou comme d'un danger, comme d'une clé vers le bonheur ou comme d'une corruption de l'âme, mais presque jamais comme de ce qu'il est réellement, une force silencieuse qui façonne nos choix, nos peurs, notre manière de regarder le monde. Très tôt, nous apprenons deux idées contradictoires. D'un côté, que l'argent rend heureux, qu'il apporte la liberté, la tranquillité, la réussite. De l'autre, qu'il ne compte pas vraiment, que les choses importantes sont ailleurs, que s'y attacher est une erreur. Et pris entre ces deux discours, beaucoup avancent avec une confusion profonde. Ils sentent que l'argent est essentiel, mais culpabilisent de le reconnaître. Ils souffrent de son absence, mais n'osent pas l'admettre pleinement. Le problème n'est pas l'argent lui-même, le problème est le silence autour de ce qu'il provoque en nous. Le manque d'argent n'est pas seulement un inconfort matériel, il crée une tension continue, une vigilance invisible, une fatigue mentale qui colore chaque décision. Et pourtant, cette réalité est souvent minimisée, comme si elle révélait une faiblesse personnelle plutôt qu'une pression réelle. À l'inverse, la quête de richesse est parfois idéalisée, comme si accumuler suffisait à combler ce que l'on ressent intérieurement. Entre ces deux extrêmes, beaucoup passent leur vie à osciller, à chercher la sécurité sans jamais se sentir apaisés, à espérer que plus d'argent résoudra quelque chose de plus profond, ou à se convaincre que l'argent n'a aucune importance, tout en ressentant son absence chaque jour. Cette vidéo n'est pas une leçon sur la réussite, ni un discours moral sur l'argent. C'est une invitation à regarder cette relation avec plus de lucidité, à comprendre ce que l'argent peut réellement offrir et ce qu'il ne pourra jamais remplacer, à sortir des illusions, des culpabilités, des promesses excessives. Peut-être qu'en comprenant enfin le vrai rôle de l'argent, quelque chose en toi se détendra. Non pas parce que tu auras plus, mais parce que tu verras plus clair. L'argent est la sécurité invisible. Le manque d'argent n'est pas toujours spectaculaire. Il ne se manifeste pas forcément par des crises ou des urgences visibles. Il s'installe plus discrètement, comme une tension de fond, un état de vigilance permanent qui finit par devenir normal. Ceux qui le vivent s'y habituent au point de ne plus le remarquer consciemment, mais leur corps, lui, n'oublie jamais. Quand l'argent manque, l'esprit se resserre, non pas par faiblesse morale, mais par nécessité. Chaque décision est filtrée par une question silencieuse. Est-ce que je peux me le permettre ? Cette question s'invite partout, dans les choix professionnels, les relations, les projets, parfois même dans la manière de se reposer. Rien n'est totalement gratuit quand la sécurité financière n'est pas là. Il est facile de sous-estimer cette pression quand on ne la ressent pas. On parle alors de priorité, de valeur, de détachement. Mais pour celui qui vit avec l'incertitude, ces concepts restent abstraits. Ce qu'il ressent, ce n'est pas un manque de luxe, mais un manque de stabilité. Et la stabilité n'est pas un désir excessif, c'est une base. Abraham Maslow l'avait formulé simplement. Les besoins fondamentaux doivent être satisfaits avant que l'on puisse s'occuper de ce qui vient après. Ce n'est pas une philosophie de l'argent, c'est une observation humaine. Sans cette base, l'existence devient plus étroite. On ne choisit plus vraiment, on réagit. On accepte ce qui rassure immédiatement, même si cela éloigne de ce qui compte à long terme. On diffère des décisions importantes, non par manque de courage, mais parce que le risque semble trop coûteux. Peu à peu, la vie se construit autour de l'évitement plutôt que de l'élan. C'est ici que naît un malentendu fréquent. On confond la souffrance liée au manque d'argent avec un défaut intérieur. On se reproche de ne pas être assez détaché, assez fort, assez au-dessus de tout ça. Mais ce reproche ignore une réalité simple. Un esprit sous pression n'a pas accès aux mêmes ressources qu'un esprit en sécurité. Ce n'est pas une question de caractère, mais de contexte.
À l'autre extrême, ceux qui n'ont jamais manqué peuvent difficilement percevoir cette différence. Pour eux, l'argent est un outil presque invisible. Pour les autres, il est omniprésent, non pas comme un désir, mais comme une contrainte. Et cette contrainte façonne lentement la personnalité, les attentes, parfois même l'image de soi. George Orwell écrivait que la pauvreté anéantit l'avenir, non pas parce qu'elle enlève toute possibilité, mais parce qu'elle réduit l'horizon mental à l'immédiat. Comprendre cela ne signifie pas glorifier l'argent. Cela signifie reconnaître son rôle réel. L'argent ne crée pas la valeur d'une vie, mais son absence prolongée peut l'user en silence. Il ne donne pas de sens, mais il conditionne l'espace dans lequel le sens peut émerger. C'est peut-être là l'erreur la plus courante. Croire que reconnaître l'importance de l'argent revient à lui accorder trop de pouvoir. En réalité, c'est souvent l'inverse. Plus on refuse de voir ce qu'il influence, plus il agit en profondeur sans être nommé. Plus on le diabolise ou l'idéalise, moins on le comprend. Cette première vérité est inconfortable, mais essentielle. L'argent ne rend pas heureux, mais l'insécurité financière rend tout plus difficile. Pas dramatique, pas tragique, simplement plus lourd. Et tant que cette lourdeur n'est pas reconnue pour ce qu'elle est, toute réflexion sur le bonheur, la liberté ou le sens restera partielle. Parce qu'on ne peut pas réfléchir calmement à la direction de sa vie quand une partie de soi est constamment occupée à éviter la chute. Pourquoi l'argent ne rend pas heureux non plus? Il y a une illusion presque aussi ancienne que la civilisation elle-même, celle qui consiste à croire que, une fois la sécurité atteinte, quelque chose en nous se stabilisera définitivement, que l'esprit se reposera, que le cœur se taira, que le désir cessera de poser des questions. Cette illusion s'attache facilement à l'argent, parce qu'il donne une forme concrète à ce que nous cherchons à l'intérieur. Lorsque les besoins essentiels sont couverts, une transformation réelle s'opère. La peur se calme, les décisions deviennent moins urgentes, le futur cesse d'être une menace permanente. Mais ce soulagement, aussi réel soit-il, est souvent confondu avec le bonheur. Et c'est là que la confusion commence. Les philosophes l'avaient déjà observé. Le soulagement n'est pas la plénitude, il est simplement l'absence de douleur immédiate. Une fois cette douleur apaisée, l'esprit recommence à chercher, non pas par ingratitude, mais par nature. Épicure le formulait avec une clarté presque déconcertante. Rien ne suffit à celui pour qui ce qui suffit est trop peu. Ce n'est pas une critique du désir, mais une observation sur son mouvement infini. L'argent, lorsqu'il dépasse un certain seuil, cesse de résoudre des problèmes concrets. Il ne fait plus que modifier le décor. Et dans ce nouveau décor, les mêmes questions reviennent, parfois plus silencieuses, parfois plus lourdes. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui donne du sens à mes journées? Qu'est-ce que je poursuis réellement? Beaucoup découvrent alors une vérité inconfortable. Ce qu'ils attendaient de l'argent n'était pas matériel. Ils espéraient une forme de reconnaissance intérieure, une confirmation silencieuse que leur vie avait de la valeur. Mais l'argent, par nature, ne parle pas ce langage-là. Il peut rassurer, protéger, élargir les possibilités. Il ne peut pas répondre à une quête existentielle. Sénèque écrivait déjà que la richesse ne libère pas l'homme de ses tourments, elle les change seulement de forme. Là encore, il ne s'agit pas de condamner la richesse, mais de rappeler ses limites. C'est souvent à ce moment que naît une nouvelle agitation, une course moins visible, mais plus subtile. Puisque l'argent n'a pas apporté ce qui était espéré, il faut alors plus d'argent, ou autre chose qui lui ressemble, statut, reconnaissance, influence. L'esprit se déplace, mais le mécanisme reste le même. L'attente demeure. Psychologiquement, cela s'explique simplement. Lorsque la survie n'occupe plus l'espace mental, le besoin de sens émerge avec plus de force.
Et si ce besoin n'est pas reconnu, il se transforme en malaise diffus. Pas une souffrance aiguë, mais une insatisfaction calme, persistante, difficile à nommer. Arthur Schopenhauer observait que la vie oscille, comme un pendule, de la souffrance à l'ennui. Lorsque l'argent enlève la souffrance du manque, il ne supprime pas l'ennui existentiel. Il le rend simplement plus audible. C'est ici que l'on comprend pourquoi l'argent ne rend pas heureux, non pas parce qu'il est inutile, mais parce qu'il n'opère pas au bon niveau. Il agit sur les conditions de la vie, pas sur sa signification. Il crée de l'espace, mais il ne dit pas quoi en faire. Et cet espace, laissé vide, peut devenir angoissant. Beaucoup tentent alors de remplir cet espace par l'accumulation. Plus de projets, plus d'objectifs, plus de distractions. Mais aucune de ces choses ne répond à la question fondamentale : pourquoi ? Tant que cette question reste évitée, l'agitation continue, même dans l'abondance. Blaise Pascal parlait de ce vide intérieur que l'homme tente de fuir par le divertissement. Non par faiblesse, mais parce que le silence confronte à l'essentiel. L'argent, dans ce contexte, devient parfois un divertissement sophistiqué, respectable, socialement valorisé, mais toujours insuffisant. Reconnaître que l'argent ne rend pas heureux n'est donc pas une posture morale. C'est une lucidité psychologique. C'est accepter que certaines dimensions de l'existence ne peuvent pas être achetées, ni compensées, ni reportées, et que vouloir demander à l'argent ce qu'il ne peut offrir revient à le charger d'un poids qu'il ne pourra jamais porter. Peut-être que la véritable maturité financière commence ici, non pas quand on a beaucoup, mais quand on cesse d'attendre de l'argent qu'il répare ce qui relève du sens, de la direction ou de la relation à soi. Le rôle juste de l'argent dans une vie humaine. Lorsqu'on cesse d'attendre de l'argent qu'il nous rende heureux, une autre question apparaît, plus discrète mais plus honnête. À quoi sert-il vraiment ? Cette question marque souvent un tournant intérieur. Non pas parce qu'elle apporte une réponse immédiate, mais parce qu'elle replace l'argent à sa juste place. Ni sauveur, ni ennemi, mais simple instrument. L'argent n'est pas une finalité humaine, il ne l'a jamais été. Les sociétés qui l'ont oublié ont toujours fini par confondre les moyens avec les fins. Les philosophes, eux, ont presque unanimement insisté sur cette distinction. Ce qui vaut une vie n'est pas ce qu'elle possède, mais ce qu'elle permet de vivre. Aristote distinguait déjà les biens nécessaires à la vie des biens recherchés pour eux-mêmes. Les premiers soutiennent l'existence, les seconds risquent de la détourner. L'argent appartient clairement à la première catégorie. Il soutient, il facilite, il protège. Mais dès qu'on lui demande plus, il commence à déformer les priorités. Dans une perspective plus psychologique, on pourrait dire que l'argent agit comme un amortisseur. Il ne crée pas le mouvement, mais il absorbe les chocs. Il réduit la violence de l'imprévu. Il permet de tomber sans se briser. Et cette fonction est loin d'être négligeable. Vivre sans amortisseur fatigue. Vivre constamment à la limite épuise l'attention et rigidifie l'esprit. Cependant, une fois ce rôle rempli, l'argent atteint une frontière invisible. Au-delà, il n'ajoute plus de profondeur à l'expérience. Il élargit les options, mais ne les hiérarchise pas. Il offre du temps, mais ne dit pas comment l'habiter. Et c'est précisément ici que beaucoup se perdent. Hannah Arendt rappelait que la vie humaine se déploie dans l'action et le sens, non dans la simple accumulation. Lorsque l'action est remplacée par la possession, quelque chose se fige. L'individu peut alors avoir davantage, tout en se sentant moins engagé dans sa propre existence. Le rôle juste de l'argent est donc paradoxal. Il est essentiel jusqu'à un certain point, puis devient secondaire.
Avant ce point, son absence structure la vie autour de la peur. Après ce point, son excès peut structurer la vie autour de la distraction. Dans les deux cas, l'attention se détourne de ce qui compte réellement. Marcus Aurelius écrivait que ce qui trouble l'homme n'est pas ce qu'il possède ou non, mais la place qu'il accorde à ces choses dans son esprit. Cette remarque traverse les siècles avec une étonnante modernité. L'argent ne domine que lorsqu'on lui abandonne le centre. Psychologiquement, cela se traduit par une différence fondamentale entre sécurité et identité. L'argent peut contribuer à la première, mais il devient toxique lorsqu'il sert à construire la seconde. Quand l'identité dépend du niveau de revenu, chaque fluctuation devient une menace existentielle. L'esprit ne se repose jamais vraiment, même dans l'abondance. À l'inverse, lorsque l'argent est reconnu comme un soutien plutôt que comme un miroir de valeurs personnelles, quelque chose se détend. Les choix deviennent plus lisibles, les priorités plus claires. Le travail cesse d'être une justification permanente pour redevenir une activité parmi d'autres, intégrée à une vie plus large. Albert Camus parlait de la nécessité de vivre sans faux espoir. Appliquée à l'argent, cette idée est libératrice. Elle invite à renoncer à l'illusion qu'un chiffre, aussi élevé soit-il, puisse résoudre la question du sens. Et ce renoncement n'est pas une perte, mais un allègement. Le rôle juste de l'argent pourrait alors se formuler simplement: créer les conditions matérielles d'une vie qui peut se poser des questions non matérielles. Rien de plus, rien de moins. Lorsqu'il remplit cette fonction, il est précieux. Lorsqu'on lui en demande davantage, il devient une source de confusion. Peut-être que la maturité financière ne consiste pas à accumuler sans limite, mais à reconnaître ce seuil où l'argent cesse d'améliorer la qualité intérieure de la vie. Ce seuil n'est pas universel, ni chiffrable. Il dépend des besoins, des contextes, des histoires personnelles. Mais il existe pour chacun. Et c'est souvent lorsqu'on commence à le chercher, non pas à l'extérieur, mais dans son propre rapport au monde, que l'argent cesse d'occuper tout l'espace mental. Il redevient ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, un outil au service d'une vie humaine et non l'inverse. Sortir des deux illusions. Il existe deux illusions opposées mais profondément liées qui structurent notre rapport à l'argent. La première consiste à croire qu'il sauvera tout. La seconde, à croire qu'il ne compte pas. Entre ces deux récits, beaucoup passent leur vie à osciller, sans jamais trouver une position stable. Comprendre cette oscillation est peut-être l'étape la plus importante pour sortir enfin de la confusion. La première illusion est séduisante parce qu'elle est simple. Elle promet une solution claire à des malaises diffus. Plus d'argent signifierait moins de peur, moins de contraintes, plus de liberté. Et jusqu'à un certain point, cette promesse est vraie. Mais lorsque cette vérité partielle est transformée en vérité absolue, elle devient trompeuse. L'argent commence alors à porter des attentes qui ne lui appartiennent pas. Søren Kierkegaard observait que le désespoir naît souvent d'une confusion entre ce que l'on est et ce que l'on possède. Lorsqu'on attend de l'extérieur qu'il répare l'intérieur, l'attente devient infinie. Appliquée à l'argent, cette logique conduit à une poursuite sans terme, où chaque acquisition apaise brièvement avant de raviver le manque. La seconde illusion, plus discrète mais tout aussi puissante, consiste à nier l'importance de l'argent. Elle apparaît souvent comme une posture morale ou spirituelle. On affirme que l'essentiel est ailleurs, que les vraies richesses ne sont pas matérielles. Cette idée contient une part de vérité, mais lorsqu'elle sert à masquer une souffrance réelle liée au manque, elle devient une forme de déni. On ne se libère pas de l'argent,
en refusant de reconnaître son influence. Simone Weil écrivait que la lucidité commence par l'attention portée à la réalité telle qu'elle est et non telle que nous voudrions qu'elle soit. Refuser de voir le poids du stress financier sous prétexte de valeurs élevées ne libère pas, cela isole. Cela empêche de nommer une difficulté concrète et donc de la transformer. Sortir de ces deux illusions demande une posture plus mature, plus nuancée. Il s'agit de reconnaître que l'argent est à la fois important et insuffisant. Important pour la sécurité, la stabilité, la possibilité de choisir. Insuffisant pour donner une direction, un sens, une paix intérieure durable. Cette reconnaissance double n'est pas confortable, car elle ne fournit ni promesse miraculeuse, ni consolation facile. Psychologiquement, cette maturité se manifeste par un changement subtil. L'argent cesse d'être un critère identitaire. Il n'est plus ce qui mesure la valeur personnelle, ni ce qui excuse tous les renoncements. Il devient une condition parmi d'autres, intégrée dans une vision plus large de la vie. Ce déplacement libère une énergie considérable, jusque-là absorbée par la peur ou par l'espoir excessif. Michel de Montaigne rappelait que la sagesse consiste moins à posséder qu'à savoir user de ce que l'on possède. Appliquée à l'argent, cette idée invite à une question simple mais exigeante. Que me permet-il réellement de faire ? Non pas en théorie, mais dans la manière concrète dont je vis mes journées. Lorsque cette question devient centrale, le rapport à l'argent s'apaise. On ne cherche plus à le multiplier indéfiniment pour combler un vide abstrait. On ne le méprise plus pour se donner l'illusion de la liberté. On l'utilise pour soutenir une vie choisie, consciente de ses limites comme de ses possibilités. Il n'y a pas de formule universelle, pas de chiffre magique. Le point d'équilibre varie selon les individus, les contextes, les histoires personnelles. Mais le principe reste le même. L'argent doit rester au service de la vie et non l'inverse. Dès qu'il occupe le centre, quelque chose se désorganise. Dès qu'il est nié, quelque chose se fragilise. Peut-être que la véritable paix financière ne vient ni de l'abondance, ni du détachement affiché, mais de cette lucidité tranquille, celle qui accepte la nécessité sans la transformer en idole, celle qui reconnaît la limite sans en faire une honte, celle qui comprend que l'argent est un moyen sérieux, mais jamais une réponse ultime. À partir de là, une autre forme de liberté devient possible. Non pas la liberté de tout avoir, mais celle de ne plus être gouverné intérieurement par ce que l'on possède ou par ce que l'on craint de perdre. Et cette liberté, paradoxalement, n'a pas de prix. Peut-être que le véritable apaisement commence lorsque l'on cesse de demander à l'argent de répondre à des questions qui ne sont pas les siennes. Lorsqu'on accepte qu'il puisse sécuriser sans donner de sens, protéger sans guider, libérer du stress sans jamais combler le vide intérieur. Cette acceptation n'est pas une résignation. C'est une forme de lucidité calme, presque adulte. L'argent, compris ainsi, perd une partie de son pouvoir émotionnel. Il ne disparaît pas, mais il se déplace. Il quitte le centre de l'existence pour redevenir un élément parmi d'autres. Un élément important, certes, mais limité. Et dans cet espace libéré, autre chose peut enfin émerger. Une réflexion plus honnête sur ce que l'on veut faire de sa vie, sur ce que l'on est prêt à sacrifier, sur ce qui mérite réellement notre temps et notre attention. Beaucoup de souffrances liées à l'argent ne viennent ni du manque pur, ni de l'excès, mais de la confusion. La confusion entre sécurité et bonheur, entre confort et sens, entre soulagement et accomplissement. Tant que ces distinctions restent floues, l'esprit oscille, s'agite, projette sur l'argent des attentes contradictoires. Et cette agitation, qu'elle se vive dans la précarité ou dans l'abondance, empêche une forme de paix intérieure.
comprendre le vrai rôle de l'argent ne résout pas tout. Cela ne supprime ni les difficultés de la vie, ni les questions existentielles. Mais cela évite une erreur coûteuse, celle de chercher au mauvais endroit. Cela permet de ne plus attendre de l'argent qu'il répare ce qui relève du sens, de la relation à soi ou de la direction que l'on donne à son existence. Peut-être que la sagesse financière n'est rien d'autre que cela: reconnaître la nécessité sans l'idolâtrer, accepter la limite sans la nier, utiliser l'argent pour vivre plus librement sans lui demander de nous dire pourquoi vivre. À partir de là, le rapport à l'argent cesse d'être une source constante de tension. Il devient plus simple, plus silencieux, plus juste. Et dans ce silence retrouvé, il devient enfin possible de regarder sa vie autrement. Non pas à travers ce que l'on possède ou ce que l'on craint de perdre, mais à travers ce que l'on choisit de faire chaque jour avec l'espace dont on dispose.